Bien, bonsoir, chers collègues. On attaque ce petit conseil municipal très technique. Je désigne Caroline Lise, secrétaire de séance, en l'absence du Benjamin et de la Benjamine. Absent excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Brigitte Nabé-Girard, à qui je souhaite un prompt rétablissement, qui a donné pouvoir à Karine Largouet. Thierry Dubreuil a donné pouvoir à Serge Flao, Philippe Girard à Audrey Combier, Thierry Diremer à Gilles Boye, Marilyn Guiriec à Philippe Brard, Virginie Vidorita à Caroline Lise, Clément Mézergue à Anne-Marie Sarrazin, Régis Semerio à Joël Massy, André Vessière à Sophie Carrère et Frédéric Malville à Aline Fontaine. Beaucoup d'absents. Procès verbal du 5 décembre, des remarques du côté de Cœur-d'Uzon. Pas de remarques, vous l'avez lu avec attention. C'est parfait. Les registres vont circuler pour signature. Et j'attaque donc ce petit conseil municipal quasi exclusivement consacré à des demandes de subventions dans un contexte budgétaire pas facile. Dans un contexte budgétaire pas facile du tout. Donc on va avoir besoin évidemment plus que jamais de subventions, mais plus que jamais on risque d'être le douché à l'eau froide. Mais quand même, on a quand même des subventions à présenter. Demande de subvention d'abord pour démarrer au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, donc auprès de l'État, s'agissant de l'extension et de l'aménagement du restaurant scolaire. C'est un projet à 324 000 euros. Je rappelle qu'il s'agit enfin de mettre aux normes le restaurant scolaire, de respecter des conditions réglementaires qui s'imposent à nous. Je rappelle à tout un chacun qu'il y a au moins 3 ans, on nous a menacé de fermer le restaurant scolaire, faute de mise aux normes, et donc ces travaux sont plus que jamais nécessaires. Il m'avait semblé, à titre personnel, que les premiers retours qu'on avait eus suite à l'appel d'offres étaient excessifs, et donc on avait demandé au service, de manière très consensuelle, de retravailler un petit peu le dossier pour voir si on pouvait un petit peu tirer les prix, pas vers les bas, mais voilà, dans une enveloppe un peu plus raisonnable. C'est un échec, puisque malgré tous nos efforts, à l'évidence, mettre ce restaurant aux normes va nous coûter très cher. On est sur une opération qui représente quand même 324 000 euros d'investissement hors taxe. On sollicite l'État à hauteur de 113 000 euros, soit 35% d'investissement. On est accompagné par le conseil départemental de la Gironde. On sera accompagné, en principe, par le conseil départemental de la Gironde à hauteur de 40 500 euros, soit 12% d'investissement. Ce qui ferait idéalement un autofinancement pour la commune à hauteur de 70 000 euros, soit 52% de l'investissement. 170 000 euros. 170 000 euros, soit 52% de l'investissement total. Delphine, peut-être un petit mot sur ce projet que tu maîtrises mieux que moi, s'il te plaît. Merci. Oui, en fait, il est question de mettre aux normes, puisque, comme tu disais, on nous menaçait de fermer le restaurant scolaire, puisque, en fait, le principe de la marche en avant n'était plus respecté, puisque le bureau, les vestiaires se trouvaient au sein de la cuisine. Donc, ça fait plusieurs années que le bureau a été sorti. Donc, Myriam, la responsable cuisine, n'est plus n'est plus dans les locaux de la cuisine et donc va ailleurs. Les vestiaires se trouvent dans un cagibi, on va dire, dans une réserve. Donc c'est vrai que les conditions de travail des agents n'est pas du tout aux normes, et puis c'est pas l'idéal pour elles. Donc il était indispensable d'une part d'aménager des vestiaires et des bureaux, mais surtout c'était de répondre à des règles d'hygiène. De plus, les zones de stockage étaient vraiment très petites, puisque nous avions que des armoires frigorifiques et des congélateurs maison. Or, nous faisons quand même des repas pour 700 élèves par jour. Et c'est vrai qu'on ne voit ça nulle part ailleurs. Ce sont des chambres froides, négatives, positives. Donc là, enfin, on va pouvoir leur donner des conditions de travail honorables. De plus, les travaux qui ont été faits cet été leur ont déjà permis de travailler dans de meilleures conditions, puisque l'espace a été agrandi. Et elles ont plus de surface de travail pour travailler. Voilà. Bien, très bien. Merci de cet éclairage, Delphine. Je précise quand même que les conditions de travail actuelles restent honorables. Oui.
que celles de demain seront au top et que évidemment on prend grand soin des gamins à qui on fait à manger, à manger tous les jours. Je passe cette demande de subvention au titre de la DTR au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre demande de subvention concernant le boulodrome qui va voir le jour, le boulodrome couvert, qui va voir le jour en 2025. Nous avons 3 demandes de subvention à formuler. Est-ce que vous m'autorisez à regrouper ces 3 délibérations en une? Merci. Première délibération qui concerne donc la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, auprès de l'État. On sollicite l'État à hauteur de 102 278 €, soit 35% de l'investissement total, qui représente quand même 292 000 € hors taxes. On va solliciter également l'Agence nationale du sport, une fois encore, à hauteur de 58 445 €, soit 20% de l'investissement total. La région Nouvelle-Aquitaine, à hauteur de 58 445 €, soit 20% de l'investissement total. Et si tout se passe bien, si on arrive à toper ces 3 subventions, il nous restera à financer en autofinancement 73 055 €, soit 25% du budget total de cet investissement. Je le dis d'entrée, nous ferons tout pour obtenir ces 3 subventions. Je ne serais pas surpris qu'on n'en obtienne aucune, compte tenu du contexte. Et je préfère l'annoncer en toute transparence. Quand bien même n'obtiendrions-nous aucune subvention pour ce projet, néanmoins, compte tenu de notre trésorerie et de l'état de nos finances, nous serons en capacité de réaliser cet investissement. Début des travaux prévus en septembre pour une livraison en fin d'année 2025. J'insiste, on va se battre pour obtenir ces subventions, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver, même si aucune de ces institutions n'était au rendez-vous. L'idée, c'est de miser sur la vie associative, comme on le fait depuis le début du mandat. Je regarde Gilles en particulier, mais c'est peu dire que les associations isonnaises sont plutôt bien traitées depuis notre élection. D'améliorer donc les conditions de vie associative. C'est un projet qualitatif. Il a été exposé en commission Ville Durable et je tiens à disposition de chacun les esquisses de ce projet dont le permis sera déposé de manière imminente. C'est un projet qui s'inscrit dans un cadre paysager remarquable et il ne s'agit pas seulement de réaliser un investissement en faveur des amateurs de pétanque, loin s'en faut. Cet espace de vie associative a vocation à profiter à tous les Isonnais. C'est un projet autour duquel on a quelques projets d'aménagement paysager, notamment l'intention d'implanter un nouvel îlot de fraîcheur qui sera remarquable et qui fera le bonheur, j'espère, des Isonnais au cours des prochaines années. Donc c'est vraiment un projet qualitatif. C'est un espace qui a vocation à être ouvert à tout le public et pas seulement, j'insiste, aux amateurs de pétanque. Et c'est un projet qui nous tient à cœur puisque dans la globalité, il s'agit d'améliorer le site de Portès, mais également d'améliorer le parc d'Anglade. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir sur les aménagements qui sont prévus sur ce parc d'Anglade, mais en lien avec Caroline notamment et le service Espace Vert, on compte bien rendre ce parc d'Anglade, ce parc naturel, ce parc à vocation écologique, davantage attractif. On a déjà commencé et on va poursuivre nos efforts sur ce site. Voilà. Avez-vous des questions peut-être au sujet de ce projet? Et pour revenir sur l'objet précis de la délibération, au sujet de ces 3 demandes de subvention auprès de la DSIL, au titre de la DSIL, de l'Agence nationale du sport et de la région Nouvelle-Aquitaine. Y a-t-il des questions peut-être sur ce projet? Micro, s'il vous plaît. En commission ressources, donc non, pas de questions. Très bien. Effectivement, ce projet a été abordé à maintes reprises en commission ressources et en commission ville durable. Et il a fait consensus. C'est OK pour tout le monde? Très bien. Je passe ces 3 demandes de subvention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Encore 2 demandes de subvention, cette fois-ci concernant la convention d'application financière avec le Conservatoire des espaces naturels. Je vous demande votre accord pour regrouper 2 délibérations, puisqu'il s'agit du même objet. Avec l'accord de tout le monde, très bien. On va donc regrouper ces 2 demandes de subvention et je laisse la parole à Caroline Guise. S'il te plaît, Caroline, merci. Oui, donc je le rappelle, ça concerne les terrains acquis anciennement propriétaire M. Bernard Fédieux qui représente une surface de 21 hectares
dans la zone humide à conserver, pour lequel nous avons conventionné pour 5 ans avec le Conservatoire des espaces naturels pour la bonne gestion de ces espaces. Donc la convention cadre de 5 ans induit une convention financière annuelle que nous avons donc passée en commission ressources et en commission ville durable, concernant donc ce plan de financement sur l'année 2025. Au cours de cette année 2025, seront notamment faits par le CEN des inventaires écologiques, des inventaires des odonates, de la rédaction de diagnostics, des temps d'animation pour les écoles et les habitants, et également toute la partie rédaction des documents, supports et comptes rendus. Il y aura également des actions de valorisation et de communication sur ces actions tout au long de l'année 2025 et qui s'inscrivent en toute ligne logique dans l'Atlas de la biodiversité communale que nous avons démarré. Donc, concernant ces 2 demandes de subvention, il s'agit de financer en partie par l'Agence de l'eau une demande de subvention à hauteur de 50% pour un montant de 9 791 €. Et une subvention auprès des services du département de la Gironde à hauteur de 15% du montant total, soit 2 971 €, ce qui nous laisserait en autofinancement 34% de la somme à supporter, soit 6 820 € à notre charge. Donc nous vous demandons de bien vouloir accéder à ces demandes de subvention. Des questions peut-être? Je vous en prie, Mme Fontaine. Oui, bonsoir. La même question que ce que vous avez un peu évoqué pour le Boulodrome. Si nous n'avons pas ces financements, est-ce qu'on a les moyens de budgéter le reste de le programme tel qu'il a été présenté, entre autres, sur l'Atlas de la biodiversité, qui est quand même assez intéressant? Alors là, il s'agit de financements qui sont indépendants, une demande de financement pour un projet qui est indépendant de l'Atlas de la biodiversité. C'est corrélé, puisque c'est une démarche globale sur la commune de préservation de nos espaces. Donc l'Atlas de la biodiversité, lui, par ailleurs, on a été lauréat, il est financé, subventionné. Là, il s'agit d'un autre montant de subvention pour la partie conservation des espaces naturels avec lequel nous avons conventionné pour 5 ans. Et sur ces 5 ans, tous les ans, nous aurons une gestion financière à accepter sur les propositions qui seront fléchées par le CEN. Donc nous, quand on avait fait l'acquisition, on avait projeté de faire l'acquisition de ces zones humides à l'époque, bien échanger avec les services du département, avec le Conservatoire des espaces naturels. On a fait l'acquisition de ces parcelles en toute conscience parce qu'elles ont un intérêt dans les écosystèmes à préserver les zones humides, les bons fonctionnements de nos zones humides sur notre territoire, pour notamment pallier au risque inondation. Et donc ce sont des financements qui avaient déjà été anticipés, réfléchis, et pour lesquels, là, cette année, on a une demande qui est un peu plus conséquente que l'année précédente, des subventions un peu moindres à aller obtenir aussi, donc notre autofinancement reste un peu plus élevé. Mais on a fait consensus au sein de la commission, on a accepté cet autofinancement. S'il n'y a pas de subvention, on supportera en charge la totalité tout à fait. de la somme tout à fait, puisque ce sont des gestions qui sont nécessaires pour nos écosystèmes. Tout à fait d'accord. Donc oui, on ira. On peut être très optimiste s'agissant de la subvention sollicitée auprès de l'Agence de l'eau, qui, à ma connaissance, n'a pas ses crédits gelés. Je dis bien à ma connaissance, mais j'y faisais allusion en préambule de ce conseil. Aucune collectivité à ce jour n'a de confirmation et aucune institution, aucune agence, aucun syndicat mixte, aucun établissement public n'a à ce jour de confirmation quant aux crédits qui lui sont alloués par l'État en 2025 pour des raisons évidentes. Mais néanmoins, la tendance quand même n'est pas de déplumer, si je puis dire, l'Agence de l'eau. S'agissant du département, et compte tenu de la situation financière du département et de la conjoncture, une fois encore, je répète que la situation financière du département de la Gironde n'est pas due à une mauvaise gestion du département. Le département est confronté à un effet ciseau. Le département est financé à hauteur de plus de 80% par les droits de mutation, les honoraires de notaire, grosso modo, les frais de notaire, grosso modo, à plus de 80%, ce sont les recettes du département sur les droits de mutation. Évidemment, compte tenu du marché de l'immobilier depuis quelques années,
les recettes du département ont fondu comme neige au soleil. Et par ailleurs, les dépenses du département ont augmenté à mesure que le département voit sa population augmenter. Et comme en moyenne, on est pas loin de 20 000 habitants de plus tous les ans en Gironde, inévitablement, ça fait des coûts de fonctionnement supplémentaires. Donc cet effet ciseau explique que le département soit contraint cette année de passer grosso modo de 2 milliards de budget à 1,8 milliard. Il y a des dépenses obligatoires sociales principalement qui sont incompressibles, les personnes handicapées, le RSA ou que sais-je. Bref, il faut accompagner ces personnes. C'est l'État qui oblige le département à accompagner ces personnes, donc il le fait. Et inévitablement, le département doit baisser la voilure sur les autres volets plus volontaristes. Sur ce volet précis, il est possible que le département, inévitablement, baisse la voilure s'il était contraint. Je pense que c'est la tendance dominante. Néanmoins, on présente quand même la demande de subvention. Si la subvention qu'on sollicite auprès du département n'était pas au rendez-vous, ça, grosso modo, ça nous obligerait à un effort de 10 000 € par an pour veiller à la conservation et à la valorisation d'une vingtaine d'hectares sur un site très sensible auquel on est tous attachés autour de cette table, sachant qu'on s'était engagé par ailleurs à préserver le cadre de vie des isonnés. Donc il me semble que à 10 000 € de coûts de fonctionnement par an, même si le contexte est très compliqué pour la commune, il me semble qu'on peut parfaitement y aller. Je suis tout à fait d'accord avec cette option. Très bien, je vous remercie. On passe donc cette demande de subvention au vote, ces demandes de subvention au vote, qui est contre, qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. J'enchaîne sur une petite APCP, autorisation de programme et de crédit de paiement. Yannick Clavier, je t'en prie. Yannick, tu as la parole. Merci. Rapidement, effectivement, 2 APCP. Une concernant l'opération 48, aménagement des abords de la médiathèque. Des dépenses restent à payer sur l'année 2025 pour un montant de 22 781 € exactement. Et concernant l'autre APCP, ville sportive, opération numéro 50, lors de notre dernier conseil municipal, je vous avais expliqué qu'effectivement, avant le vote du budget primitif 2025, nous avions le droit d'ouvrir un tiers de crédit par rapport à ce qui était inscrit au budget 2024. Donc on avait ouvert des crédits à hauteur de 372 000 € avant le vote du budget 2025. À ce jour, effectivement, la réalisation est importante au niveau de la halle sportive et le tiers, enfin ces 372 000 € que nous avions ouverts ne suffisent pas à couvrir l'ensemble des dépenses que nous avons à honorer, ce qui nous oblige à modifier la répartition des crédits de paiement pour l'opération 50 villes sportives, à savoir un montant qui reste à payer pour l'année 2025 de 1 455 431 €. Et évidemment, ces crédits de paiement seront inscrits au budget primitif de 2025. Et ces modifications d'APCP ont reçu un avis favorable lors de la commission ressources du 31 janvier. Merci. Bien, merci Yannick, je passe cette APCP. Bon, en substance, le chantier halle sportive va trop vite. Non mais c'est assez rare pour être souligné quand même. Et comme il va vite, parce qu'on a une météo clémente, il faut le dire, et ben, du coup, il faut bien qu'on paye les prestataires et on n'a pas prévu suffisamment lorsqu'on a débloqué le premier tiers il y a quelques semaines. Donc, grosso modo, il s'agit de ça. C'est OK pour tout le monde, pas de questions. Très bien, je la passe au vote. Qui est contre cette modification d'APCP? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Concernant une convention de réalisation entre l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine et la commune d'Izon au sujet d'un projet immobilier, projet de logements sociaux, au 86 avenue des Anciens Combattants. C'est un projet qui a fait l'objet à plusieurs reprises, vraiment à plusieurs reprises, et depuis très longtemps, de consultations régulières de la commission Ville Durable, projet autour duquel il y avait plutôt consensus. L'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine qui a fait l'acquisition de la parcelle au départ et qui a co-construit ce projet avec nous et avec le bailleur social qui était retenu, à savoir Gironde Habitat. L'établissement public foncier Gironde Habitat et nous-mêmes sommes confrontés
à une augmentation qui n'était pas prévue du coût de ce projet immobilier, principalement, pour ne pas dire quasi exclusivement, en raison des exigences de l'architecte des Bâtiments de France. Préconisation de l'architecte des Bâtiments de France. Je rappelle qu'il s'agit d'un site 86 avenue Ancien Combattant qui est protégé puisque l'église Saint-Martin est dans un rayon de moins de 500 mètres. Et ce site étant protégé et l'architecte des Bâtiments de France étant très exigeant, et on peut saluer les exigences de l'architecte des Bâtiments de France, il s'avère que le projet est beaucoup plus cher que ce que prévoyait au départ Gironde Habitat. Et par conséquent, l'EPF nous sollicite pour qu'on conclue un avenant à la convention qui nous lie à l'EPF. D'une part, afin de prolonger la convention jusqu'au 31 décembre 2025, et d'autre part et surtout, afin que la commune s'engage à couvrir un déficit d'opération de 17 921 € et 46 centimes d'euros, c'est à peu près ça. C'est très exactement ça, pardon. 17 900 € que la commune s'engage à couvrir. Je rappelle qu'il s'agit de réaliser 12 logements sociaux, que le programme, d'un point de vue qualitatif en tout cas, est plutôt remarquable. Hein, et si l'ABF... si on suit les préconisations de l'ABF, on peut penser que ceux qui ne connaissent pas le projet, en tout cas, peuvent penser que c'est un projet de qualité. Il me semble, à titre personnel, que demander à la commune de participer à ce projet à hauteur de 17 900 €, ce n'est pas tout à fait excessif. Je n'ai pas le montant total du projet, mais là, on parle d'un projet à plusieurs millions, c'est évident. Sachant que l'EPF, lui, de son côté, pour que cette opération puisse sortir, l'EPF, de son côté, a déjà mis au pot, si je puis dire, 240 000 €. Je dis bien mis au pot 240 000 €, compte tenu des efforts qu'a réalisé l'EPF pour que cette opération puisse se réaliser. Je me vois donc assez mal dire à l'EPF, mon conseil municipal est opposé à cet avenant, dans la mesure où vous n'avez mis que 240 000 € et vous sollicitez 18 000 € de la part de la commune. Voilà grosso modo les termes, hein, très généraux de cette convention que je vais passer au vote, à moins qu'il y ait peut-être des questions, des remarques sur cette convention. C'est OK pour tout le monde? Pas de remarques? Très bien, je passe donc cette convention au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Autre délibération concernant l'ouverture d'une enquête publique préalable, enquête publique nécessaire, préalable à la désaffectation et au déclassement d'une partie du domaine public en vue d'une cession. Il s'agit d'un chemin rural qui est situé en Glumeau. On a été sollicité par une entreprise du territoire, on peut la citer, l'entreprise Malta, qui accueille quelques dizaines de camions tous les jours remplis de verre. Et les camions, sur certains créneaux de la journée, ont pris la fâcheuse habitude, je peux le dire comme ça, de stationner sur le domaine public, sur l'avenue d'Anglumeau, sur la route d'Anglumeau, pardon. Stationnement qui pose un certain nombre de problèmes de sécurité routière. Et on a beau les verbaliser, on a beau les rappeler à l'ordre, sur certains créneaux de la journée, régulièrement, ça génère des bouchons. Comme en plus, cette route d'Anglumeau est beaucoup plus empruntée aujourd'hui qu'il y a quelques mois en raison de la fermeture du pont du Bois, c'est de ma faute. Évidemment, ça multiplie les problèmes. La direction de Malta en a parfaitement conscience, et Malta et OI Manufacturing, puisque je précise que Malta travaille principalement pour OI Manufacturing, Malta et OI Manufacturing nous ont sollicité pour qu'ils puissent construire un parking de l'autre côté de la route, si je puis dire. Et le problème, c'est que sur ce parking, sur ces parcelles qui appartiennent aujourd'hui à OI Manufacturing, il y a un ancien chemin rural qui traverse ces parcelles. Et donc, pour que ce projet de parking puisse voir le jour, il faut que préalablement, on cède à Malta ou à OI Manufacturing la propriété de ce chemin rural. Une observation, ce chemin rural n'est plus emprunté par le public depuis des décennies. Je dis bien depuis des décennies, ce chemin rural n'est absolument plus emprunté, si bien que, de fait, n'étant plus utilisé par le public, le déclasser et le céder à OI Manufacturing ne porterait aucun préjudice à la population isonnaise. Je dis bien strictement aucun préjudice à la population isonnaise. Je propose donc que l'on cède ce chemin rural, qu'on le désaffecte dans un premier temps du domaine public,
et qu'on le déclasse et qu'on le cède dans un second temps, et on verra plus tard, après enquête publique, à l'entreprise Malta ou à OI Manufacturing, et donc il est nécessaire, puisqu'il s'agit de le déclasser, il est nécessaire que s'ouvre une enquête publique préalable avant cette éventuelle désaffectation et cette éventuelle cession. Y a-t-il des questions peut-être sur ce projet qui, une fois encore, été abordé en commission Ville Durable et qui a recueilli, me semble-t-il, l'assentiment d'à peu près tout le monde? C'est OK pour tout le monde? Pas de questions sur ce déclassement et sur cette enquête publique? Très bien, je passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait, je vous remercie de cette unanimité. Une autre délibération portant sur... on sollicite, le SDEG sollicite l'avis de la commune d'Izon s'agissant d'une demande d'extension du périmètre du SDEG. Cher Serge, je t'en prie, tu as la parole. Oui, bonsoir. Le 31 janvier, donc, la commission ressources a émis un avis favorable concernant cette demande d'expansion. Vu les délibérations de 21 communes, liste des communes que vous avez dû recevoir dans le mail qu'a envoyé Karine, délibérations par lesquelles ces communes ont demandé leur adhésion au SDEG. Cette extension étant subordonnée à l'accord du conseil municipal de chaque commune adhérente au SDEG, environ 400 et quelques communes, il est simplement demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'adhésion de ces 21 communes au SDEG et donc l'extension du périmètre du syndicat, pour permettre à ces communes de bénéficier des avantages que nous avons déjà par le SDEG. Sujet passionnant. Le périmètre d'intervention du SDEG. Heureusement que Serge rapporte. Merci beaucoup, Serge. Des questions peut-être sur le périmètre du SDEG? Très bien. Je passe donc cette délib au vote et on nous demande notre avis. Donc, avis favorable, à l'unanimité, tout le monde est d'accord? Très bien. Le SDEG vous remercie et Serge également. Serge qui n'est pas payé par le SDEG. Je vous remercie. Autre délibération, la dernière peut-être, oui, dernière délibération de ce soir, s'agissant du renouvellement de la location du plan d'eau situé en Lade, qu'on appelle le lac Mandron communément, auprès du CSE, du Comité social et économique KBM. Donc le CSE de KBM a noué il y a déjà plusieurs années une convention, un contrat de location avec la commune d'Izon concernant ce plan d'eau. Jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, on était sur des contrats de 3 ans. Et dans la mesure où nous sommes en fin de mandat, je vous propose de reconduire ce contrat pour une seule année. Il reviendra à nos successeurs de statuer sur le devenir de ce lac Mandron. Je vous propose donc de renouveler cette location pour la durée d'1 an, aux mêmes conditions tarifaires que celles qui avaient été votées il y a 3 ans, à savoir 3 500 € par an. Voilà, je sais qu'il y avait des demandes d'augmentation, mais pour l'instant, on s'en tient à 3 500 et peut-être que l'année prochaine, nos successeurs passeront le tarif à 5 000, je ne sais pas. Mais là, on se contente de 3 500. Des questions peut-être? C'est bien, je passe ce renouvellement d'allocation au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Quelques informations pour terminer ce petit conseil municipal. D'abord, une première information concernant donc le pont du Bois, le fameux pont du Bois. Je sais que je suis régulièrement interrogé par les Izonnais sur le sujet. La question qui taraude chacun est quand est-ce que le pont du Bois va rouvrir? Quand est-ce que les travaux vont avoir lieu? Et on a eu du nouveau ces derniers jours. Bon, d'abord, toutes les études environnementales commandées par l'État ont été réalisées. On a procédé au dévoiement des réseaux de gaz, d'eau et le réseau de télécom, ça va être fait très bientôt. C'est pour ça que certains l'ont vu. On a commencé quelques travaux sur le pont, enfin autour du pont plus précisément. Le dossier loi sur l'eau va être déposé auprès des services de l'État ce printemps. Il ne peut pas réglementairement, légalement, il ne peut pas être déposé avant. Donc je pense qu'en avril, ce sera fait. Et les services de l'État, principalement la DTM, je crois, la DTM va instruire ce dossier en espérant qu'il ne fasse pas de zèle, évidemment. Si les services de l'État ne font pas de zèle, en principe, si tout se passe bien, les travaux devraient commencer en octobre 2025 et il devrait y avoir 1 mois et demi de chantier. Et donc on peut espérer une réouverture du pont fin novembre 2025
Pas avant, c'est pas possible. Donc je croise les doigts pour que, à la fin de l'année, le pont soit rouvert. Voyez, avez-vous des questions peut-être à ce sujet? Je précise que ce n'est pas de ma faute. Je n'y peux rien. À part essayer d'accélérer le dossier, et c'est ce que je fais depuis plusieurs mois, je ne peux rien faire d'autre. Y a-t-il des questions peut-être sur le pont du Bois? Très bien. Autre sujet, s'agissant du PLUI HD, porté donc par la CALI, il est prévu au Conseil communautaire de la semaine prochaine, Conseil communautaire du 12 février. Le sujet sera à l'ordre du jour. Ce sera très probablement la grosse délibération du Conseil communautaire. Et ce PLUI HD devrait donc être, je l'espère, arrêté, voté à l'occasion de ce Conseil communautaire. S'en suivra une consultation des personnes publiques associées, puis une enquête publique qui devrait démarrer en juin, si tout se passe bien. Pendant cette enquête publique, évidemment que tout un chacun pourra s'exprimer, et on espère une approbation définitive du PLUI HD en fin d'année 2025 du côté de la CALI. Je vous tiendrai régulièrement informé, évidemment, de l'évolution du dossier. Il y a déjà eu une réunion ouverte à tous les élus, il y a peu, je ne sais pas qui y était. Serge, Thierry, moi, peut-être Caroline, non pas. Bon, suivez le dossier en tout cas. Pour l'instant, l'engagement que j'avais pris et l'engagement qu'on avait pris à notre endroit me semble tenu, c'est-à-dire que j'avais en gros annoncé que 95% de ce que nous souhaitions dans le cadre de la révision de notre PLU serait repris peu ou prou, dans les grandes lignes en tout cas, à un ou deux détails près, par le règlement du PLUI HD. C'est le cas. C'est le cas. Nos OAP ont été reprises, les zones 1AU ont été reprises, les zones 2AU ont été reprises avec évidemment cette contrainte que faute d'eau potable, il sera compliqué de construire, mais ça, ce n'est pas une nouveauté. Donc pour l'instant, de mon point de vue d'élu isolé, en tout cas, tous les feux sont au vert. Et je vous invite évidemment à suivre ça de près et notamment à m'accompagner lorsque l'enquête publique s'ouvrira. On pourra toujours éventuellement faire des remarques en phase d'enquête publique, de même que tous les isonnés pourront évidemment formuler des observations dans le cadre de l'enquête publique qui va s'ouvrir, si tout se passe bien, donc à partir du mois de juin. Autre information, s'agissant d'un autre dossier épineux, le dossier Malta, rappelez-vous, la pollution du site qui se situe rue de Carreau, rue du Pont du Bois. On nous avait promis une autre réunion publique pour rassurer les gens, ou pas, mais je le dis pour rassurer parce que pour l'instant les premiers retours sont plutôt rassurants. J'avais promis cette réunion, on m'avait promis cette réunion, j'avais relayé la parole de l'État et de Malta avant la fin de l'année 2025. Je vous avais expliqué une première fois que cette réunion n'avait pas pu avoir lieu parce que toutes les mesures prescrites à Malta n'avaient pas encore été réalisées. Puis on m'a promis une réunion au mois de janvier et le sous-préfet m'a informé il y a quelques semaines que cette réunion ne pourrait pas avoir lieu en janvier-février, mais qu'elle aura lieu très probablement début mars. Donc voilà, début mars, nouvelle réunion publique. Donc tous les, notamment les riverains du site concerné qui sont inquiets, légitimement inquiets, se le disent, en tout cas se passe le mot. Début mars aura lieu une réunion publique. Tout le monde sera évidemment convié à cette réunion. Et l'idée de cette réunion, c'est que Malta, le bureau d'études et les services de l'État exposent en toute transparence, je dis bien en toute transparence, les résultats des investigations et des mesures de dépollution qu'a donné lieu ce dossier. Voilà, c'est important d'y être. J'y serai. Je vous invite évidemment à y être. J'ose espérer en tout cas que les résultats sont plutôt rassurants pour tout un chacun. Je ne peux pas terminer ce conseil sans rendre hommage à Gérard Delbert. Vous savez que Gérard Delbert est décédé il y a quelques jours. Ses obsèques ont eu lieu avant-hier. Gérard Delbert qui était le président de la société de chasse, le Fusil Saint-Hubert. Voilà, je ne peux pas conclure ce conseil sans rendre hommage à Gérard, à son engagement, au service de tous les isonnés, pas que des chasseurs. C'est vraiment quelqu'un qui était impliqué dans la vie de la commune, qui est parti très très vite et qui était d'une extrême générosité. Voilà, c'est le souvenir que j'ai gardé de Gérard Delbert, c'est vraiment celui d'une extrême générosité, d'un grand cœur. Et au nom du conseil, évidemment, j'ai présenté toutes nos condoléances à ses proches, qu'il s'agisse de sa famille ou de ses amis. Voilà. Hommage à Gérard Delbert. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Prochain conseil municipal en mars, fin mars.
20 mars. Le 20 mars, prochain conseil municipal consacré aux orientations budgétaires. Donc, gros conseil municipal, très très important dans un contexte très très compliqué. Donc, on en saura plus d'ici là. Et je vous souhaite une très belle soirée.